L'échiquier international, soyez les bienvenus. La réussite d'une révolution, quelle qu'elle soit, passe par la domination de l'espace culturel. La victoire d'un combat révolutionnaire, voire même la conquête du pouvoir, présuppose l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire celle de l'opinion publique. Concept développé par un théoricien italien un peu marginalisé, Antonio Gramsci, dans ses carnets de prison. Comment lui donner tort? L'exemple des marées humaines en solidarité avec la Palestine actuellement, qui traversent les campus américains, les centres urbains occidentaux, voire certaines importantes rédactions médiatiques du monde libre, à l'instar du New York Times. Qu'on se le dise, la résistance palestinienne a remporté une bataille décisive, celle des cœurs. Quoi qu'il advienne dans le futur, quels que soient les enjeux diplomatiques, le traitement médiatique et le poids des lobbies, la résistance palestinienne, incluant le Hamas, a réussi ce que aucune résistance, aucun mouvement avant elle n'avait réussi, celle de faire vivre l'identité palestinienne dans la mémoire culturelle. Par contagion, cette identité qui gonfle la conscience de la jeunesse de par le monde, Gaza et ses marées humaines en solidarité. Voici la thématique de l'échiquier international du jour, et c'est tout de suite. Les mouvements en solidarité avec les Palestiniens traversent les centres urbains d'importantes capitales occidentales. Il y a 3 heures, par exemple, à Londres, une gigantesque manifestation s'élance vers Trafalgar Square, semblable scène à Milan ou à Bologne en Italie, ou même en Islande, sans parler des étudiants des universités à Paris, en Australie ou même aux États-Unis, comme on va le voir. Pour en parler, j'accueille l'auteur italien, mais aussi militant politique, Gabriele Adinolfi. Bonsoir, Gabriele. Bonsoir Karim. Merci d'être des nôtres. Merci à vous. Alors, Gabriele, Melbourne, par exemple, aujourd'hui, se joint au mouvement universitaire. On a vu aussi les mouvements pro-palestiniens qui traversent les États-Unis ou même des campus en Europe en soutien à Gaza, en condamnation au génocide en cours. On a vu le mouvement aussi s'inviter dans certaines villes italiennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que je vais vous en dire? Déjà on parle de choses complètement différentes, parce que une chose c'est l'opinion publique, une autre chose ce sont les mouvances, une autre chose ce sont les déclarations officielles de gouvernement, autre chose sont les actes réels. Donc on vit un petit peu dans une société du spectacle. Donc la société du spectacle joue énormément sur le spectacle, dans un sens ou dans l'autre. Et moi, je pense que le plus important, c'est de voir où il y a les concrets. Alors, le concret, je pense que nous avons aujourd'hui, par exemple, en Occident, nous avons des médias qui sont tous, pour une raison ou pour l'autre, sont tous plus ou moins appuyant Tel Aviv. Mais déjà, les déclarations officielles de différents gouvernements sont différentes parce qu'elles sont beaucoup plus nuancées. Et si nous allons regarder les données parlent autrement. Je fais des exemples, par exemple, sur l'Italie. L'Italie, le gouvernement Meloni qui est en place depuis fin 2022. Bon, alors déjà, première chose, le 7 mars dernier, Tel Aviv a dû retirer son ambassadeur, son nouvel ambassadeur en Italie, Monsieur Kachvili, parce qu'il avait été maire d'un village en Cisjordanie, que pardonnez-moi si je lis mal, si je prononce mal, s'appellerait Maale Adumim. Et ça a été considéré inacceptable par l'Italie, qui considère l'État palestinien comme État réel. Les exportations militaires pour Israël ont baissé depuis 2022, donc depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, de 25% par rapport à l'année précédente. Après, en novembre, il y a eu la suspension des licences pour les envois en Israël. Le 5 décembre dernier, est partie la première mission militaire italienne pour aider à Gaza en appuyant aussi l'aide médicale. Le 17 avril, c'est-à-dire à l'autre jour, il y a 10 jours, le ministre des Affaires étrangères, Tajani, qui du reste est très attentiste,
a manifesté la disponibilité italienne à participer à une force d'intermédiariat entre, entre Tel Aviv et les Palestiniens, mais seulement à pacte que cela soit aille non seulement avec la reconnaissance, mais avec la constitution d'un État palestinien. En ajoutant que, par exemple, tous les aides, ils sont pas énormes les aides que la Palestine reçoit, mais que les principales, le principaux aides, le plus important, 1,18 milliard en 2 ans, à 3 ans, viennent de l'Union européenne qui est en première place sur les aides à la Palestine et qui a été considéré antisémite, à part que la chose fait rire parce que justement, on ne peut pas dire que les Palestiniens, normalement, c'est des sémites, donc ça fait rire, mais a été considéré antisémite par Farage d'abord et par Israël après, il a demandé qu'on arrête de les soutenir, chose qui n'est pas arrivée. Donc, calculer que le premier pays qui aide arabe, qui envoie des aides à Palestine et l'Arabie Saoudite qui arrive beaucoup derrière. Et vous voyez qu'en fait, une chose c'est la solidarité au spectacle, une chose ce sont les choses concrètes, qui sont complètement différentes. Alors, par rapport aux opinions publiques, on parle de manière différente. Les médias en Italie, par exemple, qui dépendent surtout de l'argent, les médias en Italie soutiennent forcément, ils disent pas vraiment soutiennent Netanyahou, mais empêchent qu'on puisse les critiquer. Mais en fait, l'opinion publique, globalement, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, Gabriele, j'ai commencé notre rendez-vous du jour en évoquant une figure italienne importante, marxiste, même si c'est pas trop peut-être votre bord politique, Gramsci qui parlait de l'hégémonie culturelle. Alors, justement, ce qui se passe, bon, c'est vrai, il y a une petite dose de spectacle, mais ce qui se passe au sein des universités américaines et françaises révèle-t-il justement peut-être d'un renversement culturel? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. En fait, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans l'ensemble, parce que nous vivons une période qu'on peut appeler de crise, dans le sens de passage pour beaucoup de choses, entre autres parce qu'il y a un changement des ressources énergétiques. On sait très bien, là joue le marxiste. Que le changement de sources énergétiques est très important sur les changements globaux, et donc il peut y avoir vraiment un changement même culturel. C'est-à-dire, il faut voir comment et dans quelle direction. Parce que, par exemple, j'ai toujours été partisane pour la ligne politique qu'on peut appeler euro-arabe et en même temps euro-africaine depuis que je suis petit. Mais je la vois un petit peu menacée par beaucoup de choses. Je la vois menacée par les nationalismes souverainistes qui ne sont pas un nationalisme révolutionnaire. Et je la vois menacée aussi pour les fondamentalismes religieux qui que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est-à-dire, ça a à voir avec la religion, mais c'est une façon de voir la religion qui plaît beaucoup, par exemple, au Pentagone. Justement, alors, Gabriele, avant de poursuivre notre échange, j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur ce document. C'est une vidéo, c'est une scène qui a été filmée à Berkeley, et puis on revient juste après. Voilà. Alors, ça se passe à Berkeley. La personne interpellée se nomme Caroline Fowlin, qui est professeure en économie, qui a été plaquée donc violemment au sol par la police, justement par sa solidarité. Elle fait partie d'un mouvement solidaire avec les droits des Palestiniens. On regarde. People are fascists. You are Hitler. You are a laughing dog. Shame on you. May you never live another day. I am a professor. This is an Hitler professor, everyone. I am a professor of economics. You are rabid dogs. You are fascists. It was a peaceful protest until they started fighting troopers. I agree with you. I reacted impulsively. I apologize. No,
you're right. It's my turn now. I'm gonna say. Alors, Gabriele, est-ce que selon vous, peut-être ça illustre ce que certains disent ou prétendent, est-ce que selon vous, la solidarité ou le soutien occidental à l'endroit de l'entité sioniste est allé trop loin? Disons qu'elle est plutôt formelle, c'est-à-dire il y a aussi des choses essentielles qui sont très importantes, parce que par exemple, là je viens de citer l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi en même temps il y a qui fournit de soutien économique à la Palestine, mais en même temps elle vient de signer les accords d'Abraham, et donc il y a d'autres pays arabes qui soutiennent officiellement la Palestine, mais qui ont beaucoup d'intérêts en commun avec Israël. Je ne parle même pas de la Russie, qui est encore qui est le principal fournisseur de pétrole de Tel Aviv, etc. Donc la question, c'est que il y a des rapports, des relations de force qui mènent certainement à des prises de position. Mais la prise de position officielle en Occident, c'est on ne discute pas le droit à Israël à exister, mais c'est toujours ça qui est dit presque partout, parce qu'en fait, j'ai l'impression que personne n'est content de ce qu'il fait Netanyahou, y compris les États-Unis. Donc, mais en même temps, il force parce qu'il pense que c'est le moment pour empêcher, pour éradiquer les Palestiniens. Alors, Gabriel Adinolfi, et même en Allemagne, on a vu aussi la police opérer à des arrestations musclées sur des étudiants qui manifestent en solidarité avec Gaza. Alors, selon le discours officiel européen, il faudrait défendre la démocratie en disant que ces manifestants seraient d'extrême droite. Mais n'est-ce pas étonnant justement que ces arrestations se font pour protéger l'extrême droite qui est incarnée par Netanyahou? Il y a une espèce de retournement du narratif. Oui, mais le problème est qu'aujourd'hui, les mots sont utilisés, ils n'ont plus aucun sens. Donc, on utilise les mots comme on veut. Alors, certains mots sont maudits et donc on les utilise. Par exemple, Poutine et Zelensky sont réciproquement nazis, vous voyez. Donc, dans la propagande est grotesque. Et en fait, je pense que quelque part, la violence répressive est due aussi dans les cynismes, parce qu'on parle des cynismes de pouvoir, par le fait de pouvoir pour faire passer le fait que de l'autre sous-main, ils sont pas tout à fait favorables à l'action de Netanyahou, et au contraire, ils voudraient que ça s'arrête. Donc c'est un jeu sur des plateaux. Après, on utilise toujours les mêmes mots pour maudire, pour faire passer les gens comme des maudits, mais nous sommes vraiment même pas la société du spectacle, là, nous sommes la société de l'art en spectacle. Alors, Gabriele, j'aimerais vous lire une citation, si vous voulez bien. Alors, l'histoire nous montre constamment la vérité réduite au silence par la persécution. Si elle n'est pas cachée, à tout jamais, elle peut être retardée pour des siècles. C'est une citation qui émane du philosophe John Stuart Mill dans son livre de la liberté. Alors, je vous pose ma question. C'est vrai que d'une certaine manière, la cause palestinienne a peut-être démontré l'état des sociétés occidentales sur son niveau de la liberté. Est-ce que votre diagnostic sur la liberté d'expression en Occident est plutôt pessimiste? En réalité, alors il y a des éléments qui sont très difficiles à contourner. Le premier élément, c'est le fait que malgré tout, ce qui importe beaucoup dans la communication, c'est l'argent. Donc, effectivement, il y a une différence énorme par rapport à ce qu'ils détiennent et utilisent les capitaux. Et la deuxième chose, c'est le fait que les gens sont pas courageux, grosso modo. Donc, quand quelque chose est répété, les gens le répètent même sans conviction. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont courage de dire le roi est nu. Donc, en fait, plutôt que l'absence plutôt que de la censure,
En Occident, à part qu'Occident, c'est un gros mot dans le sens qu'on met tout dedans. Mais bon, plus que de la censure, je suis préoccupé, ou même pas préoccupé, je suis désabusé par l'absence de courage de gens qui ont peur toujours d'être seuls. Donc, souvent, chantent la même chanson que les autres, alors que personne n'y croit. Alors, Gabriele, vous avez été durant votre jeunesse militant politique contre l'oppression et l'État totalitaire, en quelque sorte. Hein. Vous avez raconté cette expérience politique à travers 2 ouvrages, personnellement, qui m'ont marqué, Nos belles années de plomb, L'Orchestre rouge. Est-ce que, selon vous, il est plus difficile de manifester aujourd'hui qu'à votre époque, quand on voit, par exemple, les moyens ou les outils de surveillance dont est dotée la police sécuritaire? Ah oui, absolument. Il n'y a pas de comparaison. Aujourd'hui, même à niveau de technologie et à niveau du totalisme communicationnel, il y a pas, Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de, pas du tout. Mais en même temps, tout change. Donc, il y a aussi des autres opportunités qui sont importantes parce que justement, j'en parlais avant d'une crise structurelle qui peut devenir aussi une crise mentale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer tranquillement et un bon parti par elle-même. Donc je ne suis pas je suis pas défaitiste, voyons. Alors Gabriele, justement, pour finir, j'aimerais qu'on s'arrête sur une photo. On regarde, c'est un Italien. Il s'agit de Enrico Mattei. Je suis la régie voilà, Enrico Mattei, industriel italien, connu dans le monde du pétrole et homme politique italien d'ailleurs. Alors rapidement, Mattei avait pris la direction d'Eni, la Société nationale pour le pétrole en Italie, et grâce à d'importantes concessions de pétrole au Moyen-Orient, a pu briser le monopole du cartel des fameuses 7 sœurs qui dominaient le marché du pétrole à ce moment-là. Mais surtout, Mattei, pourquoi il nous intéresse, nous, Algériens, c'est que c'était un ami de la révolution algérienne contre le colonialisme. C'était surtout une figure de proue de la coopération entre l'Algérie et l'Italie. Jusqu'à présent, Mattei est un symbole d'amitié entre l'Algérie et l'Italie. Mais le problème, c'est que Mattei est mort dans des conditions un peu mystérieuses en 1962. Je crois que vous voulez nous dire quelques mots sur ce symbole. Oui. Alors, volontiers, et si j'ai le temps, je voudrais ajouter 2-3 éléments. Alors, tout d'abord, Enrico Mattei, oui, c'est un personnage très important en Italie, parce qu'il a rompu, si vous voulez, quelque part, les diktats qui avaient été imposés pendant après la défaite militaire et politique italienne. En fait, il a bien joué dans le cadre, si vous voulez, du fait que, par exemple, les Américains n'étaient pas contents en même temps du colonialisme européen. Donc, il a eu 3 grands adversaires, l'Angleterre, la France et Tel Aviv. Il faut dire que, par exemple, je ne vais pas dire que par là, ce soit la cause de sa mort, mais la dernière chose qu'il a faite, c'était de refuser tout accord énergétique entre l'Italie et Tel Aviv, chose que par contre la personne qui a pris sa place, s'appelle Chefis, au contraire a signé tout de suite après. Donc c'est un personnage qui rentre quand même une politique italienne qui est très importante parce qu'il vient de loin. Cette politique avait quand même été commencée par Mussolini, suivi par Mattei, suivi encore par Craxi, donc apparemment de gens qui viennent tous les trois de différentes façons, différentes familles politiques, quoique pas vraiment si différentes que ceci. Et donc, et cela rentre aussi dans l'imaginaire, si vous voulez, de ma jeunesse, et de toute une partie de la droite nationale révolutionnaire italienne, au moins, qui était très favorable, par exemple, à certaines figures de proue comme Nasser, justement, et comme plus tard, c'était le cas, au moins pour ce qui me concerne, pour Saddam et pour Arafat. Mais il n'y a pas que cela, évidemment.
Bon, je vais ajouter qu'il y a aujourd'hui, depuis le 14 janvier, le gouvernement italien a signé une loi qui s'appelle Plan Mattei, qui est fait justement dans la logique de lancer l'Italie dans une logique euro-africaine. Plan Mattei qui vise à la coopération au développement avec des inversions d'argent vers l'instruction, la formation, la santé, la sécurité alimentaire, l'exploitation commune des ressources naturelles et la modernisation des infrastructures. Mais je ne sais pas si c'est un propos, si c'est de la rhétorique ou quoi que ce soit. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a commencé disant qu'il faut en finir avec l'attitude de paternaliste et rapace que les Européens ont vis-à-vis de l'Afrique et qu'il faut raisonner avec une logique de coopération euro-africaine. Chose que je souhaite largement. J'ajoute que dans le centre, c'est loin maintenant, mais je dirige un centre d'études en Italie qui s'appelle Polaris. Avec ceci, on a fait justement il y a quelques années une grande réunion sur la Méditerranée en appelant différents pays. Même pas toujours d'accord, mais il y avait l'ambassade de la Turquie, il y avait des gens, il y avait même un invité de l'ONU, mais j'ai invité les Palestiniens, entre autres, et il y a eu même quelqu'un de Chypre Nord. Donc, vous voyez, c'est assez large. Alors, Gabriel Adinolfi, justement, je voudrais pour revenir sur Mattei rapidement, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les causes de son décès. Est-ce que ce serait simpliste de dire qu'il serait mort à cause de sa politique pro-arabe ou pro-énergétique arabe? Est-ce que c'est simpliste de le dire, de présenter les choses comme ça? Tout à fait, pas parce que ce soit pro-arabe, mais parce que, disons qu'il y a des choses que certains ne peuvent pas accepter. Donc l'Europe doit vivre mutilée. Mutilée depuis 1919, je crois. Il doit vivre mutilée, il ne doit pas avoir de possibilité de recentrer un petit peu les choses. Et alors la politique méditerranéenne, la politique européenne, euro-méditerranéenne, la politique euro-africaine n'est pas aimée surtout dans les pays ouest. En plus, il faut calculer une chose que depuis toujours, l'Angleterre a toujours essayé d'empêcher la destinée maritime de l'Italie. Donc, même les années de plomb, une grande partie, la stratégie d'attention, une grande partie a eu ça comme fondement. Même le rôle du Mossad dans les années de plomb a été assez important, mais tout a été fait par les gens qui ont tenu, les politiciens qui ont tenu la ligne politique italo-européenne, italo-arabe ou euro-méditerranien sont tombés tous, parce que Mattei a été tué, Andreotti a été tué, Craxi a dû fuir à Tunisie, et donc les persécutions ont eu lieu surtout sur cette ligne. Alors, c'est intéressant parce que l'Italie a toujours été un laboratoire on va dire, des expériences géopolitiques entre les deux empires, à la fois américains et à l'époque soviétique, qui vous parlait, vous, à travers vos livres, qu'il y avait une troisième tendance, la tendance pro-sioniste. C'est ça qui est intéressant à travers vos ouvrages. Est-ce que l'Italie, jusqu'à présent, est toujours un laboratoire pour ces influences ou ces confrontations? Je pense qu'il est toujours un laboratoire. Simplement, la donne a changé. Donc, disons que malgré tout, je crois qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ça puisse réserver quelques bonnes surprises. Je ne vais pas trop exagérer parce que je ne suis pas trop confiant, parce que le courage manque beaucoup et souvent manque beaucoup de la conscience à cette époque. Mais bon, l'Italie peut être donner quelques bonnes surprises dans un laboratoire nouveau. Merci Gabriel Adinolfi d'avoir été des nôtres et d'avoir enrichi le débat. Je signale encore que vous êtes auteur de 2 ouvrages, Nos années de plomb et L'Orchestre rouge, que je vous encourage, chers téléspectateurs, à vous procurer pour comprendre la situation de l'Italie, surtout la situation des années de plomb, qui est très intéressante pour parler des événements actuels. Merci encore Gabriel Adinolfi. Pour ma part, chers téléspectateurs, je vous retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.